Bon. Oui, bon voilà. Donc on est tous réunis aujourd'hui pour pouvoir discuter des projets caritatifs des chefs, puisqu'on sait que c'est une des valeurs principales de la cuisine, c'est-à-dire la générosité et le partage. Et voilà, chacun de vous est là aujourd'hui pour présenter son projet, pour pouvoir parler du fait de ce qui les a animés, du pourquoi ils en sont là, et de nous expliquer quelle est pour eux la meilleure façon de pouvoir justement solidariser les voix et le métier. Donc, bienvenue à Cristina Arignan-Rolla, qui vient d'Italie. Donc, Cristina, tu es responsable du projet Food for Soul pour Massimo Bottura et sa femme Lara Gilmore. Tu as commencé en 2015, si je ne m'abuse, à traiter ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Food for Soul et l'image communautaire et les cuisines communautaires que vous avez créées à travers le monde? Oui, certainement. Oui. Je suis désolée parce que je ne parlais pas français. Je comprends tout, mais je ne suis pas trop bonne à parler. So I'm going to speak in English. I'm going to say the story in English, and then if there's any questions, we can go through it. Of course. But as Amélie was saying, in 2015, there was already this, I would say, curiosity that Massimo had about doing something. And I think from the last session with Mauro, Vandana, Narda, you can already tell that there's something going on, you know, like on the minds of the chefs saying, okay, how we can contribute and do something that goes a little bit further. Voilà. So in this sense, in 2015 during the Universal Exhibition, I have a couple pictures. I'm going to pass it while I'm speaking. Yes. It's not really an order, but it's just to let you know a little bit more about the project. So in 2015, we did this experiment that we called, that it was the first refettorio in Milan. And after that, Massimo, together with his wife Lara, decided to found a non-profit organization that would open refettorios around the world. So what is a refettorio? A refettorio is a community kitchen that takes food surplus, so raw food that otherwise would be gone to waste. So we work together with different associations according to the city that we work with. Like in Paris, we work with the Banque Alimentaire, for example, or with Phoenix. We recover that food and we transform it with a team, like a local team, to do an entrée, un plat, and a dessert. Every evening from Monday to Friday, we serve our guests that are usually people very vulnerable, let's say, in our society. So this is not a new concept. But what we thought it was good for us to bring in terms of the expertise of Massimo and Lara, after more than 20 years on the hospitality, is this awareness of how we can make people happy, no? And how we can take that and work together with social associations. Because we believe that they're doing an amazing job. Yes. But sometimes it's more like how society can join forces to make projects where our guests arrive and they see a beautiful space. Sometimes we have guest chefs that come and cook with what we have, so no recipes. Stefan was one of our guest chefs in Paris, so he arrived with what we have. He has to create the menu, and we serve at the table to our guests. So we have a group of volunteers in each city that they want to give their time, and that's also something very cool. That is not only about the kitchen, it's more like how food can be this big connector between different industries, different professionals, different people from the neighborhood that want to do something and want to do something that has a good quality. And I also think that being in a place like this, where quality is so important, when the industry wants to be always better, but also how you can take that idea and connect it not only with artists and architects. So, for example, this is a couple pictures in Rio, but to everyone, no? To say there's some action that has to be done. So right now we have 4 refectorios run and open. The first in Milan in 2015. Then the second one was Rio, that is this one, in 2016.
Then we had London in 2017, and this year we had the Refectorio Paris opening in March. This is the one in London. So this is, for example, Alain Ducasse, and many other chefs that had come to the refectorios. This is some of the volunteers working. And I want to show you the Paris one. This is Mauro. Mauro has been one of the chefs that has been in all our refectorios cooking. And this is the refectorio in Paris that we opened in March. So as you see, for us, and it's also something that Vadana was saying, you know, like how the chefs cooking good food. It's also a message of saying this is not only for the people, you know, like for some sort of people, but this is all for all society, and how everyone deserves to eat in a good place, to be served, to have a smile and that personal connection. And for us, of course, our priority are our guests, but what we realize is that it's also for the volunteers and for us, because when we do that, and we engage in that way, and we are saying there's no compromise. I'm not going to do a less job because it's charity. Yes. It's so inspiring, and you want to do more. So yes, this is a couple other pictures of Paris. So it's about the inspiration that you can give to others through food, but also through beauty, right? Exactly. So we think that food is a good platform for change, and especially for communities. So when we go to a place, it's not that we say, this is how you do things, this is how you open a refectorio. But every time, it's been very beautiful, because it's about understanding how food works, how food surplus works, but also how the community can engage. And there's so much potential out there that then as a chef, you can bring your recipes and work with someone that then is going to take it forward. And also, the role of the art is important for you? Yes. Why? It's very, very important. Every refectorio we work with local artists, because we also think that art it inspires Massimo and the rest of the team in Francescana. So we wanted to also bring this idea, into other places, and it's been great to have translate that inspiration into concrete artwork that people can see and then discuss. So it's how, instead of creating more gaps that is happening in the societies all around the world, it's more like how you can bring things together. When we first opened, everyone was saying, like, why Massimo, a 3 Michelin star chef, is opening soup kitchens? You know, like, that doesn't make any sense. And what is beautiful is that when you go to these places, you see it makes sense. This is what we have to do, you know, like connect with other people, learn from each other. Instead of saying, those are different than me, I cannot speak about the social factor. It's more saying, the associations are doing a great job, and how we can help to make it even better, to bring what we know, our know-how, to these sort of projects. And about the sentence that you told me, like, I found it beautiful to make visible the invisible. Can you explain us this value? This is a phrase that Massimo said in 2015, that this was about making visible the invisible. And at the beginning, we were thinking a lot about the food waste, no? The food waste is invisible. We don't see it. No, it happens everywhere, but we kind of hide it. And this was a way of transforming that and putting it on the table, taking pictures, publishing a book with something that it was not good, you know, for some people. So we have taken like this idea, this metaphor of food, and bring it to other places of the project, other items. So for example, our guests, sometimes it's people that if we walk on the street, we don't see. You know, we're so in a rush in our daily lives that we don't see them, we don't connect. But when they come here, and they are the priority, and people are welcoming them, it's about to reconnect them and give them the visibility. Through food, yes. That's beautiful. And can you explain us practically how do you work? How can we act for Food for Soul? And how does it work in the organization? Exactly. So as Food for Soul, we are a small team in Modena. We are official non-profit, and we work together with local associations that want to open a refectorio in their city. So here in the crowd, we have Deborah, who's the manager of the refectorio in Paris. And the idea is that we work together with those teams, as I said before, to adapt the concept of the refectorio to that community. And through the practical side, you use the queer code, right?
the QR code, you said, just to Yes, for the organize the guests. fact that people can... Exactly. So how it works. The refectorio is open from Monday to Friday, as I said, and we do around 100 meals in each one. In the case of Paris, we are connected with different associations, have partnerships, and they do the social assistant. So we give them cards that have a code, and then the people are invited by the social assistant to access to the refectorio. So when they go in, there's a computer, we read the code, and they're able to come by. If they don't have any invitation, then we refer them to the associations that can manage that part. Okay. And then they come at the table, they're sitting, and they have a real full menu. Yes. So entrée, plat, and dessert. Okay. And so it's important for you to put them at the table and to give them that human contact. Yes, exactly. It's how when you have a bad day and you arrive home and your mom is serving something to you on the table, and she says, "How was your day?" Sometimes you're gonna answer, "It was a very bad day," but that connection and not having a wall or a glass between the guest and the volunteers serving, in our experience, it has made a huge change. And so if we want to participate to your project, how can I do, for example, to help you? Well, if you're based in Paris, you can volunteer at the refectorio in Paris, or if you have any ideas of how you would like to contribute besides serving at the tables, you can go to refectorioparis.com. There's a platform, and there's also the email, and you can contact them. So they have really interesting projects in the future coming. They have, for example, a refectorio mobile. Yes. They want to do kind of a food truck. Interesting. Yes. They also want to plan some training sessions. But if you're not based in Paris, and if you're based in the other cities where the refectorios are taking place, you can also write them down and go and see it. But besides that, if you ever want to open a refectorio, you can write to Food for Soul, and we will try to do our best, because we would like to open more refectorios that are long-term projects, so not pop-ups. That are long-term and that are connected with the community. But besides that, I think that for us, and I think this we can discuss it later with the other participants, for us the most important thing is that we can do things. I would invite everyone with their own know-how and capacity, to connect with other organizations, with other people, to make that gap a little bit shorter. Yeah. Thank you so much, Christina. No, thank you for your words and your beautiful values behind. Thank you. Maintenant, on va donner la parole à Stéphane Lelièvre. Stéphane, vous avez créé les pains penchés il y a 20 ans avec votre épouse et vous êtes aujourd'hui à la tête de 11 établissements et vous avez créé depuis 2007 le dîner des chefs qui a été maintenant conjugué avec l'aide d'Alain Ducasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du projet et ce qu'il devient aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors, déjà on a créé les pains penchés il y a plus de 35 ans. 20 ans. Ouais. C'était 20 ans. Ça serait bien. Ça fait très longtemps. En fait, j'étais en classe de terminale au lycée hôtelier à Nice lorsque Coluche a créé les restaurants du cœur en 1985. En 1986, je me souviens en BTS être allé voir le proviseur du lycée, aller lui dire, vous avez vu, ils ont fait un truc qui s'appelle Restaurant du cœur. Nous, on est une école hôtelière. Ce serait peut-être bien de faire quelque chose en partenariat avec eux. Et je m'étais fait sortir à coups de pied au derrière du bureau du proviseur qui m'avait dit nous, on fait du luxe, on ne fait pas du caritatif. Et j'ai toujours gardé dans l'idée, bon, Coluche est parti en 86, mais j'ai toujours gardé dans l'idée d'un jour pouvoir aider en bas de chez moi. Et en l'occurrence, en 2007, j'ai appelé les copains chefs du département du Var, dont j'en ai rencontré certains qui sont là aujourd'hui. Et j'ai dit, les gars, voilà, on était une vingtaine, et j'ai dit, les gars, j'ai la chance d'avoir dans un de mes établissements une grande salle de réception. On peut servir à manger. Je vais aller proposer au président des restaurants du cœur du Var d'inviter des gens qui ont faim, un peu comme il refectorio, pour donner à manger aux gens qui ont faim. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et le président m'a dit, vous savez, ce n'est pas de ça dont nous avons besoin, parce que vous risquez de confronter ces gens-là à un luxe dont ils n'ont pas l'habitude et qui risque au contraire de leur faire de la peine.
Par contre, on a besoin d'argent pour payer de l'essence, payer des camions, payer des loyers, les entrepôts, etc. Et vous pourriez peut-être faire un dîner, un gala comme vous voulez faire, mais inviter des gens qui ont de l'argent et qui pourraient faire une tombola. Voilà. Et puis là, m'est venue l'image qu'on a tous d'enfance de Robin des Bois. Et j'ai dit, on va taper du pognon à des gens qui en ont beaucoup. Dans nos clients, c'est le cas. Et on va le donner à ceux qui n'en ont pas. Et donc, en l'occurrence, on a fait cette première soirée. Il y avait 100 personnes qui ont participé. À l'époque, on prenait 500 francs. Et puis après, on est passé en euros à 100 euros. Et puis voilà, et puis petit à petit, dans ma salle, il y a 300 places. Et petit à petit, on faisait tous les ans, on faisait 300. Plein de chefs me disaient, mais moi, je veux y être aussi. Et tout, c'était vraiment sympa. En plus, pour nous, c'est une soirée exceptionnelle. Parce que finalement, Daniel Balavoine disait, aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Et en l'occurrence, quand on fait ce genre de choses, c'est très égoïste parce qu'on se fait plus de bien à soi, peut-être, ou autant au moins qu'aux autres. C'est une réflexion que m'a fait Alain Ducasse quand il est venu il y a 3 ans, il y a 2 ans, le faire avec nous aussi, en disant putain, mais je n'imaginais pas comment ça fait du bien à soi-même de faire du bien aux autres. Bref. Et donc voilà. Et puis il y a en 2000, je sais plus, 2000, je sais plus, il y a 5 ans, 6 ans, comme ça marchait bien, un jour j'en ai parlé à Alain Ducasse et je lui ai dit, tu sais Alain, je fais ça. Pourquoi on n'utiliserait pas Château Hôtel Collection, maintenant les collectionneurs, pour en faire un événement national? On a 300 ou 400 chefs avec nous, la plupart étoilés, on peut faire du bon boulot et le mettre dans plusieurs villes. Il m'a dit, ouais, c'est une super idée, mais tu t'en occupes. Hein. Pas de problème. Donc on a essayé de lancer la machine avec les équipes des collectionneurs et qui ont été au top. Et puis la première année, on a fait 3 villes, la deuxième année 5 villes, la troisième année 7, l'année suivante 9, l'année suivante 10, et cette année-là, c'est le 4 décembre, mardi 4 décembre, bientôt, oui. On va faire 12 villes différentes. C'est 115 chefs étoilés à travers la France qui participent à cet événement, donc dans 12 villes. Est-ce qu'ils doivent spécialement être étoilés? Absolument pas. D'accord. Alors j'ai demandé à Alain cette année s'il acceptait parce qu'ils doivent être obligatoirement collectionneurs. Et j'ai dit, Alain, c'est très con, on en a plein de copains qui veulent le faire et ils pourraient ne pas. Et il m'a dit, mais tiens, il est raisonnable de penser que tu as raison. Donc l'année prochaine, on ouvrira aux chefs qui ne sont pas collectionneurs. Et tous ceux qui veulent venir avec nous, viennent avec nous. On fait des super soirées. On a permis l'année dernière, sur cette opération-là, parce qu'on en fait d'autres, mais de récolter, de servir 250 000 repas à des gens qui ont besoin de manger. Ouais. Donc c'est pas mal, parce que si on les aligne devant la porte, ça fait beaucoup, 250 000 personnes. Et puis voilà, et puis là on a lancé un nouveau système cette année, c'est qu'une fois par mois, pareil avec les copains chefs des collectionneurs, et pas collectionneurs, ceux qui veulent, on fait les maraudes des Restos du Cœur une fois par mois, où on fait des plateaux repas biodégradables en cuisine haut de gamme, des repas gastro, et on va le soir entre 20h et minuit distribuer ça dans les rues autour de Toulon, Hyères, la Seine, etc. Et là, vous pensez que ça solidarise les chefs entre eux et ça leur permet aussi d'avoir des perspectives par rapport à... Ils apprécient, je veux dire, ce genre de moment d'aller en rue? Ça remet un peu l'église au milieu du village, hein, parce que le lendemain, tu as moins mal au dos, tu es moins fatigué, tu t'es moins couché tard et tu te plains moins d'avoir payé l'URSSAF, tu vois. Et puis, cette mission, justement, vous pouvez directement voir tout le bien que vous faites, justement, dont vous parliez. J'ai un copain, chef étoilé, dans le Var, là, la semaine dernière. On faisait la maraude. Il est rentré pieds nus parce qu'il a filé ses pompes et ses chaussettes à un gars. Voilà. Donc, ça donne la profondeur du truc. Parce que c'est vrai qu'on mène des vies compliquées. En plus, on a des métiers compliqués. On a des métiers de merde, quoi. Hein. On bosse tout le temps, on travaille beaucoup. Et donc, comment vous faites dans l'organisation, alors, par rapport à ces descentes dont vous parliez une fois par mois? En fait, ce qu'on fait, c'est que dans un de mes établissements, donc, qui s'appelle les Pains Penchés, je demande à 2 chefs de venir différents à chaque fois. Et on prépare à manger pour 20 personnes chacun, entrée, plat, fromage, dessert. On se met en cuisine pendant 2-3 heures, on monte les plateaux. Et vers 18h30, on termine. Il y a le camion des Restos du Cœur qui arrive. On charge le camion des Restos du Cœur. Et après, on monte dans le camion avec les gens de la maraude et on fait la tournée. C'est magnifique. Et alors, je voulais savoir, pour le dîner du 4 décembre, comment est-ce qu'on peut faire en pratique pour y participer?
Alors, c'est un dîner où, pour la région PACA, cette année, on fait Toulon, la Seine-sur-Mer, dans l'hôtel Hilton, Grand Hôtel des Sablés de Plage, et l'Amandier à Mougins, chez Denis Fétisson. On a choisi seulement 3 villes, parce qu'il y aurait plein qui voudraient le faire, mais ça ne sert à rien de faire 50 ou 60 couverts. Il vaut mieux faire 300 par endroit et faire beaucoup de sous. Donc centraliser. Et puis faire des sous, quoi. L'idée, c'est de servir des repas au resto. Hein. Ça va être très compliqué de participer cette année parce que c'est complet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on ouvre les réservations, donc chaque année à l'Abbaye de la Selle, chez Alain Ducasse, on fait début octobre un repas entre nous, entre chefs, pour préparer les menus. C'est-à-dire on se sépare, toi tu vas où, dans quelle ville, etc. Donc on se met par équipe de 15-20 chefs par établissement. Et en général, on appelle le Var Matin, Nice Matin, le média local, pour qu'il l'annonce dans la presse. Et on dit aux gens, l'annonce dans la presse, c'est le début des réservations, et ça se réserve en une demi-journée. C'est-à-dire que les 900 places sont vendues en 5 heures. Quoi. Donc c'est assez intéressant en termes de structure aussi, si on peut insister là-dessus. C'est finalement la combinaison que vous avez faite avec un projet personnel caritatif, d'arriver à vous associer avec une association, les collectionneurs qui existaient déjà, et d'arriver effectivement à centraliser les dépenses pour pouvoir engendrer plus de gains. Alors, je pense que la bonne idée qu'on a eue à la base, c'est qu'il n'y a pas de dépenses et de gains. D'accord. Les gens qui réservent leur repas à 100 € font un chèque, et c'est ça qui fait le succès de ce truc-là, directement à l'ordre de les Restaurants du Cœur. Nous, on récupère ces chèques et on les donne au resto. Ce n'est pas les profits qu'on donne, c'est 100 balles par personne. Tu fais 300 couverts, tu donnes 30 000. Tu fais au cours de la soirée une vente aux enchères qui te rapporte 20 000, ben, tu as donné 50, plus une tombola qui te rapporte 10 000, tu as donné 60. Et comme au Resto du Cœur, les Restos du Cœur, eux, ne payent pas la bouffe, on leur donne. C'est les supermarchés, les grandes marques, etc. Oui. Mais eux, ils ont besoin de logistique. Ils ont besoin d'entrepôts, de loyers, de camions, etc., d'essence. Ils ne payent pas les bénévoles non plus, mais ils ont besoin. Et en fait, on s'aperçoit que les Restaurants du Cœur, en 2017, ont servi 136 millions de repas. Et il leur faut 136 millions d'euros pour fonctionner. Donc, on estime qu'il faut, avec 1 euro, on peut servir un repas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on sert 250 000 repas parce qu'on récupère 250 000 euros. Voilà. Donc c'est une vision très Mais voilà, et ce sont nos fournisseurs. Pragmatique. J'étais avec Monsieur Oda tout à l'heure, qui nous fait les légumes, etc. Ce sont nos fournisseurs, il y en a beaucoup là, qui nous offrent la totalité des choses. Le blanchisseur nous offre les nappes, le boulanger nous offre le pain, les chefs viennent gratuitement. Tout le staff qui est là ce soir-là est bénévole. On fait dans un endroit comme les miens, j'ai des endroits où il y a beaucoup de festifs, on a beaucoup d'orchestres, de machins, de trucs. On leur propose l'été, quand ils travaillent, qu'ils font plein de dates, on leur dit si vous êtes libre le 4, ben venez gratos. On fait les restos, donc ils veulent tous venir en plus, donc on choisit. Et ça permet de faire des super soirées dansantes et des beaux galas, très haut de gamme, où les gens payent 100 balles, finalement c'est pas cher, mais ça rapporte beaucoup. Grâce à la solidarité et à l'action de tous, on arrive à un beau résultat. Voilà. Donc les sous partent directement à Paris, au Restaurant du Cœur. Vous savez que c'est une association qui est assez irréprochable sur la gestion de ce budget. Et tout ce que nous faisons dans chaque gala, comme tombola et vente aux enchères, cet argent-là, par contre, à chaque gala, il y a le président des Restaurants du Cœur du département concerné. Et là, cet argent-là part directement au département pour dire on va faire du bien en bas de chez nous aussi, parce que ça tient quand même assez à cœur des chefs de voir... La relation de proximité. Voilà, tout à fait. La relation de proximité. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour partager vos projets avec nous. Maintenant, nous accueillons Michel Trama. Michel Trama, qu'on ne présente plus en termes de gastronomie française, mais qui a mis au point et qui a fondé les Bouffons de la cuisine. Oui. Voilà. Michel, donc, au parcours atypique, chef autodidacte, avec une multiplicité, je vais dire, d'aspects, puisque vous avez aussi fait un détour par la mer. Et aujourd'hui, voilà, vous avez créé les Bouffons de la cuisine, qui, pour vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet et comment vous le voyez en pratique? Alors, les Bouffons de la cuisine, pourquoi les Bouffons de la cuisine? D'abord, vous avez remarqué que je suis arrivé le dernier pour me faire remarquer que les bouffons, c'est quoi un bouffon? C'est quelqu'un qui ose dire les choses
C'est de l'autodérision des grands chefs. J'ai écouté Christina qui a mis 3/4 d'heure à parler, 1/4 d'heure pour lui. Il nous reste 1 minute à chacun, je vous signale. Les bouffons de la cuisine, c'est quoi? C'est avant tout quelqu'un qui donne et qui attend rien en retour. Pas besoin d'avoir des toques et des étoiles pour avoir du cœur. Nous faisons très modestement, quand j'écoute Christina, d'ailleurs l'année dernière, on a fait un repas des bouffons, là où il y a le réfectoire sous la Madeleine. On a fait le repas des bouffons avec, et quand je dis pas besoin de toques et des étoiles, mais quand il y a des étoiles, il y avait des 3 étoiles qui sont venus faire les repas. Alors les gens, ce ne sont pas des repas gastronomiques. D'abord, ils ne payent pas. Il n'y a pas d'alcool. Ils ont mis leurs beaux habits. Alors bien sûr, sur 100 personnes, ce sont des repas de 100 personnes qui sont trouvés par les Restos du Cœur, le Secours populaire, les mairies. Alors des fois, bien sûr, j'ai eu la réflexion d'un journaliste qui m'a dit oui, tu crois que cela mérite? Peut-être qu'il y en a certains qui ne méritent pas, mais on ne sait pas. Il y a des gens qui sont aisés, mais qui sont dans la solitude. Et c'est surtout ça que nous avons voulu, parce que, bien sûr, je suis le président fondateur, mais c'est devenu collégial, c'est-à-dire d'une intelligence collégiale. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans la solitude, je dis bien dans la solitude, et on s'en aperçoit parce que quand on les reçoit, on leur dit « Nous sommes très honorés que vous soyez venus ». On inverse les choses, on les considère un repas fait par des chefs ou pas des chefs. Quand je dis des chefs étoilés, mais c'est un repas qui est servi toujours par des bénévoles, soit le Rotary, soit Lions Club, soit des clients de restaurants. Et ils sont servis où et quand? Alors, cette année, l'année dernière, on a fait 2300 couverts. Cette année, on espère en faire 3500. C'est servi aussi bien des fois dans des restaurants, mais rarement. Mais ça peut être dans des écoles, ça peut être dans des salles de fête. Les gens, il y a des gens qui nous ont fait des témoignages. Ils sont assis. Il y en a qui ne sont jamais allés au restaurant. Il y en a qui nous ont écrit en disant « On ne pensait pas mériter ça ». C'est-à-dire que non seulement ils sont servis, mais il y a des gens qui passent en leur parlant. Donc vous pensez que c'est ça qui manque aujourd'hui dans la société? Oui. Ce qui manque, il manque beaucoup de choses. D'accord. L'année dernière, le 22 décembre, on a fait chez Christophe Baquier, enfin pas à Olioul, dans la mairie d'Olioul. Et comme on fait des spectacles, c'est pour ça que j'ai appelé les metteurs en scène de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a soit un spectacle, soit un karaoké, soit un magicien, soit des gens qui chantent. Et l'année dernière à Olioul, j'ai dansé avec une dame. Il y avait un petit orchestre qui avait 87 ans. Et je lui ai dit, vous avez des enfants? Elle m'a dit, oui, j'ai 3 enfants. Et c'était le 22 décembre. Je lui ai dit, vous allez passer la Noël avec eux? Non, ils m'ont oublié. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que les gens dans la solitude, aujourd'hui, c'est très grave. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont dans la solitude. Je reviendrai si vous permettez, je reviendrai un peu sur les repas, mais le 25 décembre aussi, nous avons lancé depuis quelques années qu'un lambda d'un village, dans un petit village, aille porter le 25 décembre à midi un repas de Noël pour une personne ou un couple qui sont dans la solitude. L'année dernière, on l'a fait, on l'a remis sur les réseaux sociaux, on a eu 38 000 likes. Donc, je fais appel à tout le monde, ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte un billet de 10 €. Vous allez porter un repas, quelqu'un qui est dans la solitude ou quelqu'un qui est dans le besoin. Aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Effectivement, je l'ai mis depuis des années. L'avantage que j'ai sur vous tous, c'est que j'ai un certain âge et que les expériences, les bonnes et les mauvaises, je les ai eues. Avant vous, malheureusement, heureusement, ça m'a servi. En 91, j'avais lancé le premier village biologique de France à Puymirol. Le premier village biologique de France à Puymirol, 27 ans. Les politiques m'ont fait ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Bon, vous allez comprendre.
puisque c'est un peu pourquoi j'ai appelé les bouffons, c'est parce que je raconte toujours des bêtises. Ça veut dire le bouquet de ça. Voilà ce que m'ont fait les politiques il y a 27 ans. Donc, notre projet, bien sûr, c'est de donner à manger à des gens qui sont dans la solitude, leur donner un petit peu de bonheur. À la fin du repas, c'est symbolique. Voilà. Il y a une grosse miche de pain. Et les gens, bien sûr, ils ne payent pas, je vous ai dit. Et ils partent avec un morceau de pain. On partage le pain. Et on partage le pain, on donne un morceau de pain dans une petite poche, on met un fruit. Et les gens partent avec ce morceau de pain pour le partage. Le lendemain, ils le mangent chez eux. À la fin du repas, nous faisons la chaîne des bouffons. Quand c'est moi qui suis, je prends la main d'une petite fille de l'Assemblée ou un petit garçon. Et il y a tous les bénévoles qui font la chaîne. Il y a tous les cuisiniers. Et on leur dit, voyez, les bouffons de la cuisine, on est une chaîne, dont chacun est un maillon. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et quand il y a un maillon qui est faible, on est tous là pour l'aider. Et si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez. Il y a des gens qui se lèvent et il y a des gens qui pleurent. C'est émouvant, mais c'est tellement la réalité. Dans nos projets, excuse-moi, je prends encore un petit moment, dans nos projets, nous allons essayer de faire, puisque je suis têtu comme une bourrique, et en 91, je voulais faire des jardins biologiques, nous allons lancer le projet des jardins biologiques permaculture, aquaculture, des bouffons de la cuisine. Et sur ces terrains de 2 ou 3 hectares, essayer de mettre 3 ou 4 logements sociaux. Quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, ces logements sociaux avec une cuisine centrale et des WC, comme un peu le club Méditerranée, ce qu'avait fait M. Gaudin, je crois que c'était à Lyon, les familistères. Bien sûr, alors ça demande, c'est très ambitieux, c'est très présomptueux. Et donc, ces gens pourraient donc travailler les sols. On mettrait des ruches pour produire du miel, des ateliers pour récupérer avec les bouchons et la vaisselle cassée, faire de l'artisanat. Donc, logement, travail, réinsertion. C'est un projet qui est ambitieux. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, merci de m'avoir donné la parole, je fais appel et chacun vraiment peut apporter sa pierre à l'édifice. Comment est-ce qu'on peut faire en pratique alors, Michel? On a besoin d'argent, on va faire une crowdfunding. Moi vous avez remarqué, je suis sympa comme ça, mais je suis bordélique comme c'est pas possible. Donc on donne de l'argent. Non, il faut déjà monter le projet. Il faut trouver bien sûr, tout ça c'est bénévole. Il faut trouver un architecte qui va faire cette familistère. Et par rapport au dîner alors, comment au dîner que vous organisez, les dîners, comment est-ce qu'on fait pour y participer? En tant que bénévole? Oui, en tant que bénévole. Ça, c'est pas un problème. Ça peut être des clients, ça peut être le Lions Club, le Rotary. Non, mais ça, c'est rien du tout. On trouve. Ce qu'on trouve pas, c'est des sous. Parce qu'heureusement qu'on a de la chance d'avoir des partenaires qui sont aujourd'hui comme Métro, comme Bragard, comme Bernardo, Valls, j'en oublie. On arrive, et puis le Rotary, le Lions Club qui donne des sous. Mais bon, on passerait cette histoire parce que je suis très sensibilisé par la santé, par les légumes. Je crois que tout a été dit ce matin. Là. J'ai bien aimé quand on dit il faudra inverser, sans être. J'ai adoré ce qu'a dit Madame Shiva, pardon. On est tellement aujourd'hui près de l'agriculture et quelque chose juste un truc au passage. On a tué la terre. On a tué la terre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait? Bon, ça c'est une réflexion d'un cuisinier lambda comme je suis. Qu'est-ce que fait aujourd'hui le vin en France? C'est très très important. Et qu'est-ce qui fait la typicité d'un vin comme Pétrus, comme la Romanée Conti? C'est quoi? C'est le terroir. Et quand on tue la terre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Pétrus sera toujours Pétrus? Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a inondé les sols. Quel est le meilleur engrais? Le fertilisant naturel, c'est le lombric. Et quand on tue les vers de terre qui aèrent la terre et qui, avec leur excrément, est le meilleur engrais, je sais, là, il y a notre ami, là, j'ai eu des discussions avec lui, là. Lui qui est un fantastique, il a fait des légumes fantastiques toute sa vie.
je suis les bouffons de la terre, je dis. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour faire la révolution pacifique, parce que pour les générations futures, c'est très important. Aujourd'hui, la diversité, en 40 ans, il y a 70% de la diversité qui a disparu. Oui, d'un caractère optimiste, Michel Trama, mais Donc vous pensez que j'ai un doute. c'est le rôle du chef dans la société, finalement, d'apporter cette inspiration et cette connaissance, en fait, du terroir et de la relation humaine, et qui va pouvoir redonner le sens aux choses et pouvoir solidariser les choses, comme vous dites, devenir une inspiration, solidariser les forces et finalement pouvoir informer mieux les générations à venir. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été dit ce matin, les phytosanitaires, les engrais phytosanitaires sont arrivés il y a peut-être, tu vas me le dire, qu'il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, notre génération, elle n'est pas touchée. La génération, mes enfants, nos petits-enfants, avec entre guillemets, ces légumes qui sont plantés, qui sont traités à cause de pesticides. Quand on voit aujourd'hui, on a beau dire il faut éplucher les légumes, il faut éplucher. Moi, il y a 30 ans, avec les épluchures, je faisais des jus, je faisais des compotes. Aujourd'hui, faites une compote de pommes, vous faites une compote de pesticides, une concentration de pesticides. Michel, on va peut-être regarder, on manque de temps, on va peut-être regarder la vidéo que vous avez préparée. Comme ça, on va voir le résultat en images. Bien. Nous donnons maintenant la parole à Stéphane Gégaud. Stéphane, vous avez évidemment travaillé avec Yves Candebord, vous avez l'institution de la Mijon et vous avez aussi participé au projet de Refugee Food Festival à travers la résidence, le restaurant éphémère qui accueille des réfugiés et qui les intègre à travers la restauration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet ? Disons, ce projet, je suis rentré dans ce projet il y a 3 ans, par le biais d'une rencontre, tout simplement, par ma collaboratrice qui est ici présente.
Donc on le faisait déjà à la Mi-Jean depuis tout le temps. On est parti sur le pied de la réinsertion sociale par rapport à notre métier. Je pense qu'on a la chance d'avoir un métier fabuleux. Stéphane disait que c'est un métier de chien, il a raison, mais un métier de chien qui permet justement d'avoir de certaines valeurs et une certaine cohérence par rapport à ce qu'on est nous. Et je suis parti par rapport à cette positivité de dire voilà, on a un métier dur, rigoureux, militaire. Il y a des personnes qui ont besoin d'une certaine, de se remettre dans une certaine direction sociale. Et je pense que ce métier a permis à moi-même justement de m'élever par rapport. Moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille cassos ou quoi que ce soit. J'ai des parents fabuleux, géniaux. Je suis sorti, par contre, j'ai pas eu un parcours exceptionnellement fabuleux à l'école. J'ai pas fait de grandes maisons, j'ai pas fait d'étoilés. Mais ce métier m'a permis de m'élever justement par rapport à, par rapport à des rencontres, mais surtout par rapport au travail. Je pense que miser sur le travail, miser sur ses valeurs et miser vraiment sur cette réinsertion par rapport au travail, d'humaniser les personnes en disant voilà, vous avez cette part d'humanité en vous, on vous la redonne par le travail et par des codes qu'on va vous apporter. Alors, on a travaillé de concert avec Célia, avec le Collège Culinaire de France, parce que justement, ce qui était vraiment important, c'était d'arriver à donner des codes et des valeurs aux personnes qui venaient de milieux qui n'étaient pas spécialement de la restauration, qui venaient de l'autre bout du monde, qui étaient dans des situations extrêmement compliquées. Et donc, on est parti à travailler là-dessus à la Mi-Jean. Et ensuite, il y a 3 ans, j'ai rencontré le Réfugié Food Festival avec Marine et Louis, et on a pu étendre justement cette situation. Donc, vous aviez déjà cette initiative au sein de votre établissement, et puis vous avez décliné ça à travers le Refugee Food Festival. Disons qu'on a pu se permettre d'étendre un peu plus une situation, on va dire, nationale, ce qu'on faisait à la Mi-Jean. D'accord. Et alors, le projet de la résidence, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça constitue ? Alors, la résidence, on prend une personne ou 2 personnes, entourées bien entendu d'acteurs sociaux, qui ont besoin d'aide, et on les emmène, ils ont un projet, en 2 mots, ils ont un projet pour se réinsérer dans la société française, et on les aide avec des codes gastronomiques. Et le mot gastronomique est important, comme Michel et Stéphane parlaient d'étoilés, etc. Moi, je ne suis pas étoilé, on ne vit pas, voilà, il n'y a pas que des étoilés, mais c'est extrêmement important d'enrober tout ça par vraiment les mots qu'il faut pour que les gens voient ça, non pas avec un mirabilisme et une bienveillance, mais voient ça avec la qualité. Donc une vision positive du métier et de ce que ça apporte comme valeur. Ce métier, je le vois que positif. On a la chance, regardez, on a la chance de se réunir, on est ici à Monaco, tu as les chefs du monde entier, on est là, on passe des moments fabuleux. Hier soir, on a passé une soirée fabuleuse, on se rencontre. Je ne vois pas comment ce métier peut être autre chose que fabuleux. Justement, c'est donner à des gens qui sont dans des situations compliquées des codes pour rentrer justement dans la société. Parce que c'est justement ça qu'ils n'ont pas dans l'intégration, effectivement, le plus difficile, c'est de comprendre les codes d'une société. On est expatrié par rapport à des situations compliquées. Tout ce qu'on est là, on serait expatrié dans la même situation, on ne serait ni lavé de notre humanité, ni lavé de notre professionnalisme. Donc, arrivé un moment, c'est simplement de remettre sur les rails certaines personnes qui veulent, ou même de les pousser à se réinsérer par notre métier. Et à travers ça, vous avez déjà quelques expériences de chefs que vous avez réussi à former et qui sont d'ailleurs aujourd'hui à la tête de leur propre établissement. Voilà, donc pour revenir sur la résidence, à quoi ça consiste, on prend une personne avec un projet. Donc vous parlez de Nabil Attar qui était en Syrie, qui travaillait dans une banque, qui était lui simplement passionné de cuisine. On l'a pu l'identifier, il est arrivé en mode boat people. Je vous fais les cours, il est arrivé à Calais comme un chien, arrivé à Orléans. Et donc là, on a pu l'identifier, on l'a pris. Et on l'a mis dans la résidence, on l'a formé, on l'a d'abord brisé, pour tout vous dire. Oui. On l'a d'abord brisé de son passé. D'accord, il faut d'abord briser donc, les codes qu'on a en nous. Non, mais c'est très important, ce mot est peut-être violent et fort, mais tu prends la personne, tu la brises par rapport à son passé pour la reconstruire sur un terreau vierge. Pour la rendre adaptable. Et là, justement, après, tu la réinsères par rapport à nos codes à nous. Donc, Célia, ici présente, j'ai été la voir, j'ai dit, tu penses qu'on peut s'appuyer sur le collège pour avoir certains codes? Est-ce qu'on peut appuyer sur le collège pour aller voir des référents en province? C'est vrai qu'ils ne font pas partie du Collège culinaire de France, ils ne payent pas de cotisation au Collège culinaire de France, mais je pense que, comme Michel disait, comme Stéphane disait, on peut aller au-delà de tout ça. Je pense qu'arrivé à un moment, on peut se solidariser, on peut dire, voilà, certes, on ne paye pas pour
être au Collège culinaire de France, mais on peut donner ce qu'on est. Et surtout, quand vous disiez finalement à l'intégration de ces gens qui sont en perte de repères, vous leur donnez aussi les clés pour pouvoir s'intégrer socialement, trouver un logement aussi, comme vous disiez. Vous leur permettez d'avoir les codes pour pouvoir finalement devenir restaurateurs, ouvrir leur propre lieu. Et c'est toutes des clés dont ils ont besoin, encore plus quand ils viennent d'un monde complètement différent. C'est simple. On prend l'exemple de Nabil. Nabil qui n'a certainement pas été en Syrie, il travaille dans une banque, ingénieur dans une banque. Il n'a pas demandé de se retrouver comme un chien en France avec femme et enfants. Lui, là-bas, il était en mode nabab. Il n'a rien demandé. Sauf qu'il arrive ici, il n'a plus rien. Donc, arrivé un moment, il a simplement demandé, lui, qu'on lui tende la main pour qu'il puisse revivre simplement. Et donc ces personnes-là... Et devenir autonome, finalement. Vous donnez aussi les outils pour la Mais bien entendu, là, il a ouvert son établissement. Donc, il a trouvé un établissement à Orléans en faillite. Le juge lui a dit, OK, je vous donne la possibilité de l'acheter parce que derrière, il y avait tout le projet. Donc, c'est que chaque partie de la société tende la main à la personne et non pas rejette des personnes parce que justement, c'est pas justement mettre le mouchoir et éteindre la chose. C'est de donner l'appel pour construire le puits et non pas donner la bouteille d'eau simplement parce que le gars, il a soif. C'est d'arriver à un moment, lui donner les codes pour qu'il soit autonome. On n'est pas les assistantes sociales. On est simplement là à dire, voilà, je te donne l'appel, creuse ton puits et on t'accompagne. Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste, je suis très sensible à ce que tu dis, Stéphane. Et il y a pas mal d'entrepreneurs et de chefs entrepreneurs autour de nous. On a une grosse responsabilité par rapport à ça. Parce que quand Michel... quand Mauro, quand tu, etc., faisons ce que nous faisons autour de nous, en fait, on supplée l'État, la société qui n'est pas capable de faire les choses ou qui n'y arrive pas, faute de moyens ou d'ambition ou de volonté. Bon, alors parlons des réfugiés. Moi, j'ai pris comme décision, il y a 2 ans en arrière, quand je voyais ce qui se passait, le propre de mes 11 établissements, c'est d'avoir la mer Méditerranée devant. J'ai que des établissements les pieds dans l'eau. Et dans cette mer Méditerranée, que je vois tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent parce qu'ils essayent de venir chez nous. C'est intolérable. Il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai 350 salariés. Il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de faire de la désobéissance par rapport aux migrants. C'est-à-dire que quand on veut embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier, qui arrive de Syrie, qui arrive de Libye, c'est compliqué pour lui, d'Afghanistan, même du Bangladesh, bon, c'est pas possible. Parce que vous avez un organisme en France qui s'appelle la Direct, qui est l'inspection du travail, et qui vous dit vous n'avez pas le droit, il faut demander des autorisations, et ces gars-là n'ont pas le droit de rentrer. Vous ne pouvez pas embaucher ces gens-là. Et donc, il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de désobéir. D'accord. Et j'ai embauché 5 personnes, 5 migrants, pour aider en bas de chez moi, pareil, des gens, et dans 5 établissements différents. Je suis allé à la Direct. J'ai demandé à rencontrer le patron départemental du Var et je lui ai dit, voilà monsieur, avant d'être contrôlé et que des inspecteurs me tombent dessus en me disant vous avez fait une fraude, je viens vous annoncer que j'ai fait une fraude. Donc je vous le dis, si vous voulez m'envoyer des inspecteurs, faites-le, mais je trouve que c'est intolérable. Parce qu'on a des lois qui ne sont pas assez dans le sens. Donc finalement, il y a quand même un clivage entre le gouvernement et la réalité des choses. Mais ce que Stéphane dit là, c'est qu'on est tout le temps obligé de se mettre dans l'illégalité. Voilà, mais en attendant, c'est le chien qui se mord la queue parce qu'ils ne peuvent pas. Je les ai fait céder. Je les ai fait céder. Ils m'ont accepté tous mes contrats. Non mais ils ont accepté. Je leur ai dit si vous le faites pas, je vous mets le bordel. Et ils l'ont accepté. Et finalement, je leur ai dit, je vous mets 350 salariés, parce que d'abord, j'ai sensibilisé mes salariés. J'ai dit, vous prenez vos femmes, vos enfants, vos familles, on va manifester. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui. C'est une urgence. Il ne faut pas hésiter à être un peu désobéissant, quoi. C'est plus qu'un changement de mentalité, parce que, et Stéphane a complètement raison, parce que c'est même plus qu'un changement de mentalité, c'est qu'on est vraiment obligé d'aller se mettre en légalité pour pouvoir embaucher, parce que tu ne peux pas faire des papiers si tu n'as pas de contrat. Donc, quelque part, c'est le chien qui se mord la queue. C'est vraiment le chien qui se mord la queue. Donc, tu te mets en inégalité pendant un laps de temps, tu fais le contrat, tu as 2-3 fiches de paie, et de là, tu mets la machine en route pour pouvoir inculquer des valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Maintenant, Caroline Gauthier est venue ici. Elle est cofondatrice de Guest Online. Qu'est-ce que Guest Online? C'est un module de réservation en ligne. Et ils ont lancé la réservation responsable. On va peut-être commencer, Caroline, si vous êtes d'accord, par la présentation que vous avez et les vidéos que vous nous avez préparées.
Oui, on a apporté 2 petites vidéos de 2 de nos chefs qui participent à ce projet de réservation responsable. Ils auraient bien aimé être avec nous aujourd'hui, mais ce n'était pas possible, donc du coup, on les a filmés. D'accord. Bonjour à tous, le restaurant Paul Bocuse est très heureux de rejoindre le projet de réservation responsable qui favorise l'éducation des enfants par l'aide alimentaire. Alors rejoignez-nous vite, sans attendre. Merci. Chef, certes. Cuisinier, également homme. Solidaire, oui. Lié avec d'autres, pour faire ma part, lié par une responsabilité. Laquelle? Celle d'apporter une aide aux plus démunis, celle de soutenir les autres, pour leur faire un signe amical, pour leur apporter notre soutien, leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls, isolés, abandonnés. La devise de la République française est liberté, égalité, fraternité. Dans le cas présent, ce qui nous occupe, c'est la fraternité. Par ce message, j'exprime ma participation à l'association que je soutiens, convaincu de son utilité, de ses bienfaits. Bonne journée à tous. Bon. Voilà, donc Vincent Leroux du restaurant Paul Bocuse et puis Sébastien Brasse qui participent à notre projet. Donc en fait, Réservation Responsable, c'est une initiative de Guest Online. Guest Online, c'est un acteur technologique dans la restauration qui apporte la réservation en ligne et un cahier de réservation au restaurant depuis maintenant 10 ans. Et en fait, on a réfléchi ensemble et avec donc nos chefs clients à se dire comment est-ce qu'on pouvait prolonger le geste de cette réservation, le rendre encore plus humain et responsable. Comment est-ce qu'on pouvait apporter un peu notre pierre à l'édifice en se basant en fait sur notre activité, sur notre modèle économique et sur la réservation. Du coup, on est arrivé à la création d'un module de réservation responsable. Et donc, les 4 premiers restaurateurs qui ont choisi de participer au programme reversent, en plaçant ce module de réservation sur leur site internet, 1 € par couvert réservé en ligne dans leur restaurant. Aujourd'hui, le projet existe maintenant depuis quelques mois. On a récolté ainsi 15 000 €, ce qui nous a permis de lancer un premier projet d'une cantine scolaire dans une région très reculée au Népal. Et la cantine s'est lancée le 18 novembre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Oui. Donc, c'est 90 élèves dans cette école qui peuvent manger grâce à ce programme. Donc, en fait, c'est un module que les chefs peuvent avoir en interne pour gérer toutes leurs réservations et toute la logistique. Et en fait, à travers ça, vous avez créé le module responsable où 1 € est reversé par réservation honorée. C'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est un geste très simple, finalement, en pratique, que tous les chefs peuvent utiliser pour finalement faire changer les choses dans un projet axé sur la cuisine et sur les projets à travers l'aide alimentaire à travers le monde. Tout à fait. Et 1 €, donc c'est 3 repas dans cette cantine scolaire. Alors ça, c'est le premier projet qu'on soutient aujourd'hui. L'association, elle a vraiment pour but de promouvoir l'éducation par l'aide alimentaire. Il y aura d'autres projets, probablement en France aussi par la suite, mais c'est celui-ci par lequel on a commencé. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup de vos interventions. Est-ce que, oui, Michel, on vous écoute? Une dernière petite... Oh, okay. Non. Juste une seconde. Ça. Victor Hugo, 1849. Ils ont créé des lois pour l'anarchie. Il faut faire des lois contre la misère. Victor Hugo, 1849. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci Amélie, merci à tous. On va enchaîner directement et je demanderai à Célia de venir pour la prochaine session. On va faire une photo de groupe avec Fabrice. Voilà, avec chacun.